Depuis le 26 juin 2025, c'est une grève illimitée qui secoue l'audiovisuel public. France Télévisions, Radio France, l'INA ou encore France Média Monde, toutes les entités sont touchées. Sur franceinfo.fr, le site est figé. Des programmes comme Télématin sont même annulés et les matinales radio sont débranchées. Du jamais vu depuis des années. En cause, une réforme portée par la ministre de la Culture Rachida Dati qui prévoit de fusionner tous les médias publics dans une seule et même structure appelée France Média. Une réforme qui inquiète, qui clive et qui dérange. Mais de quoi parle-t-on vraiment? De quoi s'agit-il? Qui décide? Pourquoi maintenant? Et à qui cela profite-t-il? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bienvenue sur Frame & Game Investigation, on démarre. La grève a commencé ce 26 juin 2025 à Radio France, puis à France Télévisions, l'INA et le reste des services de l'audiovisuel public. Le site franceinfo.fr, comme je disais, est figé et les programmes tombent les uns après les autres. C'est une mobilisation sans précédent. Selon les syndicats, il y a 72% de grévistes rien qu'à Radio France. Devant l'Assemblée nationale, on a assisté à des rassemblements et dans les CSE, le climat est tendu. Certains parlent même d'un petit climat de panique. Les syndicats sont unis, comme la CGT, FO, SNJ ou encore la CFDT, et pour une fois, la base suit. C'est pas juste une grève de façade, mais c'est un malaise qui est bien profond. Mais alors, qu'est-ce que contient exactement cette réforme? Le cœur du projet, c'est la création d'une grande holding publique qui s'appellerait France Média. Cette entité regrouperait France Télévisions, Radio France, l'INA et les autres services publics, tout ça sous un seul et même toit. Officiellement, l'objectif est clair, faire mieux avec moins. On parle de mutualisation de sources, de synergie et de réduction des coûts. Mais sur le terrain, les équipes voient autre chose. Centralisation massive, perte d'autonomie et disparition des identités éditoriales. Pour moi, personnellement, le service public devrait être neutre. Ça veut dire, s'ils ont besoin de l'argent et dans les impôts, ça n'a pas suffi, ils pourraient avoir, comme on dit, des publicités, des choses comme ça. Mais pourquoi? Pas pour faire des bénéfices, sinon pour arriver à pouvoir se payer cette liberté, si tu veux. Moi, je ne suis pas d'accord avec que France Télévisions, Radio France, ils coupent à 100% les publicités parce que je sais que c'est très cher. Et si tu veux avoir des informations de qualité, il faut que les journalistes soient bons, il faut pouvoir envoyer les journalistes dans les lieux, ou à l'étranger, ou tout ça. Et tout ça, ce n'est pas gratuit. Je crois que si la réforme se fait, il va y avoir beaucoup pas de licenciements. Les licenciements, ça va être difficile parce qu'il va y avoir beaucoup des procès. Mais il va y avoir des retraits volontaires, comment on l'appelle? Oui, des départs volontaires. Départs volontaires, voilà, des départs volontaires, des gens de mon âge, par exemple, peut-être ils vont nous proposer un petit pactole et voilà, tu vois. À la tête de cette holding, il y aurait donc un PDG unique, nommé par l'État, qui déciderait pour tout le monde. Fin du pilotage indépendant. Fin des conseils d'administration propres. Pour Radio France par exemple, ce serait une bascule historique, d'un média autonome culturellement riche à une filiale soumise à la logique télévisuelle de France Télévisions. Avec des audiences qui suivent, des spectateurs, des auditeurs, des mélomanes qui nous suivent, qui nous plébiscitent. Pourquoi le gouvernement n'entend-il pas aussi tous ces auditeurs et ces spectateurs qui nous plébiscitent et qui nous écoutent? C'est les mépriser d'une certaine manière. Parlons maintenant des conséquences concrètes. Même si la loi n'est pas encore votée, on commence déjà à y voir des manœuvres. Par exemple, Secret d'Info, la dernière vraie émission d'investigation radio du groupe. Elle ne sera plus diffusée en semaine, mais rejetée au week-end, loin de l'actualité chaude. Un paradoxe, alors que l'information est plus que jamais un enjeu démocratique, on réduit la place de l'investigation au profit de formats plus lisses et plus contrôlables. Et là, une image revient, l'ORTF des années 70. À l'époque, l'audiovisuel était centralisé et piloté par le pouvoir. On parle aujourd'hui de 200 millions d'euros d'économies d'ici 2028, mais personne ne sait comment ni où ces économies seront faites. Et surtout, est-ce vraiment ça la mission du service public? L'information, la culture, la mémoire, est-ce que ça se mesure en euros? Moi, je pense que les services publics, ils ne doivent pas être rentables. Je pense que les services publics, ils doivent être sustentables. Tu as besoin d'avoir les meilleures caméras
de 4K. Et tu dois avoir tous les parts de chefs. Tu ne dois pas pouvoir payer des très bons journalistes. Tu dois payer des bonnes productions. Après, ma question, c'est les services publics. Il faut monter certains impôts pour avoir un service public de qualité. Parce que c'est ce que je vois, et c'est global, c'est que de l'argent, il y en a, mais il faut voir où est-ce qu'on peut la trouver. Pourquoi aller pas piocher, par exemple, mettre un impôt à les dividendes 440, des choses comme ça, tu vois. Mais bon, c'est tellement utopique ce que j'étais en train de dire. Mais pour bien parler de cette réforme, il faut aussi parler des personnes qui la pilotent, et notamment la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Elle a été nommée en janvier 2024 dans un remaniement très politique. Rachida Dati, ancienne maire du 7e arrondissement, ex-ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, revient en gouvernement par la grande porte à la culture. Mais ce retour a un prix, un accord passé avec Emmanuel Macron. Elle portera la réforme de l'audiovisuel public en échange d'un soutien pour Paris en 2026. Lors de son discours de prise de fonction, le ton était déjà donné. Alors chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur. Je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Depuis, elle enchaîne les provocations et les coups médiatiques, ainsi que les attaques contre les journalistes, et notamment ceux du service public. Lors des Molières, le 28 avril dernier, vous avez été prise à partie sur les 100 millions d'euros de moins de crédit par Bercy pour le ministère de la Culture. Dis donc, vous êtes apte à devenir ministre de la Culture, vous avez des chiffres que je n'ai pas. Alors, c'est publié au journal officiel le 25 avril dernier. La culture, comme la plupart des autres ministères, a eu des coupes. Il n'y a pas eu de coupe budgétaire au ministère de la Culture, je le redis. On va voir avec le journal officiel, promis. Ah oui, d'accord. On regarde. Non, mais je dis. On regarde, on va vérifier. Nous, on a. Alors, vous croyez le gars qui a. Mais je crois pas le gars, j'ai regardé dans le journal officiel. Vous croyez la fille qui est perchée, qui vient me raconter qu'il y a des baisses et qu'il y a de la précarité, chose qu'elle n'a jamais connue de sa vie, et vous ne croyez pas qu'on peut vous poser une question sur Boalem Sansal que je vous indique. Donc, le budget de la culture n'a pas baissé. Lors de son passage dans l'émission C'est à vous, elle a eu un accrochage très tendu avec Patrick Cohen, qui était même plutôt lunaire. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Comme je le disais, le ton est donné et l'objectif aussi, faire taire la presse. Là, par exemple, à Radio France, le problème, c'est que Rachida Dati, il est complètement contre le truc public. À mon avis, elle a des intérêts, non seulement... C'est ce qui se parle le plus, c'est que, en première instance, et tout le monde parle de ça, c'est qu'elle veut avoir un truc important de fait pour se présenter à la mairie de Paris. Heureusement, certains médias continuent d'enquêter. Depuis plusieurs mois, Complément d'enquête et Mediapart ont sorti des informations clés. D'abord, l'absence totale de concertation. Les journalistes découvrent souvent la réforme dans la presse. Ensuite, le futur PDG de France Média sera nommé par décret, sans vote parlementaire, sans validation au préalable de l'Arcom. Qui peut prétendre diriger seul autant de gens? Un directeur ou une directrice qui sera nommé par l'Arcom qui est lui-même nommé par l'Élysée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas directement l'Élysée dans ces cas-là? C'est sûr que aussi une seule direction de l'information pour la radio et la télé, ça pose un problème. C'est la question de l'indépendance qui est posée. Donc on est là pour la question de l'indépendance de l'audiovisuel public, qui est quand même un poumon de la démocratie. Des pressions internes ont déjà eu lieu. Certains journalistes témoignent de demandes de calmer le ton et de dépolitiser des contenus trop sensibles. Complément d'enquête a révélé des tentatives d'influence sur les rédactions de la part de l'Élysée. Voyons le cas de France 2 maintenant avec les journaux télévisés qui changent de tête. Anne-Sophie, ils l'ont viré parce que Anne-Sophie faisait trop de questions
embêtante aux politiciens. Et à mon avis, il y a eu de la plainte de tous les partis, si tu veux. Et Léa Salamé, je pense qu'il va être... je ne sais pas combien il va durer parce qu'elle ne se met pas la langue dans la poche. Comme je disais, le spectre de l'ORTF revient dans toutes les bouches. L'indépendance des médias est déjà fragilisée. Pourquoi maintenant ? Parce qu'Emmanuel Macron a besoin de réformes visibles dans un contexte où il n'a plus de majorité absolue. Parce qu'il faut gratter 200 millions d'économies d'ici 2027 voire 2028 sur le dos des services publics. L'audiovisuel est un symbole, le moment est stratégique. Et derrière les chiffres, une stratégie politique. Question pour un champion est déplacé au week-end sans même que son présentateur phare Samuel Etienne soit au courant. Secret d'info, comme je disais, est relégué lui aussi sur la grille du week-end, et Élise Lucet ainsi qu'Hugo Clément sont mis sous pression. Ce n'est pas neutre, ce sont des figures populaires, des voix indépendantes, et dans un moment de fragilité démocratique, les voix indépendantes, on préfère les mettre à distance. L'INA, France Média Monde ou encore franceinfo.fr, toutes ces entités confondues sont marginalisées. L'INA, qui gère la mémoire audiovisuelle du pays, devient une annexe de France Média. Ce qui voudra dire donc une perte d'autonomie, une logique de rentabilité imposée. France Média Monde reste en dehors, pour l'instant, mais jusqu'à quand ? Et franceinfo.fr, le site web, premier touché par la grève, figé dès le premier jour. Ces structures, moins visibles, sont pourtant essentielles. Elles informent, elles transmettent et elles documentent. Et aujourd'hui, elles sont traitées comme des variables d'ajustement. On nous parle de rationalisation, d'efficacité, mais ce qu'on voit, c'est une reprise en main politique, une recentralisation autoritaire, une perte d'indépendance. Cette réforme, ce n'est pas une fusion, c'est une transformation idéologique du service public. C'est un changement de régime pour l'audiovisuel français. Aujourd'hui, des journalistes se lèvent, des salariés résistent, et si la société civile ne prend pas part au débat, demain, il sera peut-être trop tard. Je tiens à remercier les personnes qui ont témoigné anonymement, ainsi qu'à Diego Lossa, qui nous a fait la gentillesse d'accepter notre interview en vidéo, et à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à comprendre ce qu'on est en train de perdre. La réforme n'est pas encore votée, elle est partie en seconde lecture au Sénat au moment où je parle, le débat n'est pas clos, et c'est peut-être maintenant qu'il faut faire du bruit. C'était Frame & Game Investigation, abonnez-vous si ce sujet vous a plu, à bientôt.